Eh bien, le président Trump semble rendre tout le monde fou et espérons que la République islamique fait partie de ceux à qui il fait cet effet. Écoutons ce qu'il a dit hier. À quel point étiez-vous proche de frapper l'un d'eux? J'étais... J'étais à 1 heure de le faire. Nous sommes prêts à passer à l'action. Alors ils ont appelé. Ils avaient entendu que j'avais pris la décision. Ils ont dit, Monsieur, pourriez-vous nous accorder quelques jours de plus? Parce que nous pensons qu'ils sont raisonnables. Combien de temps devons-nous attendre? Je parle de 2 ou 3 jours, par exemple vendredi à dimanche ou début de semaine prochaine, sur une courte période. J'espère que nous n'aurons pas à faire le travail, mais il se peut que nous devions leur porter un autre grand coup. Il se peut que nous devions leur porter un autre grand coup. Je ne suis pas encore sûr. Vous le saurez très bientôt. D'accord, Marc. Donc, il a dit que ça pourrait être vendredi ou samedi, dimanche, peu importe. Assurons-nous simplement de dire à tout le monde qu'aujourd'hui, nous sommes le mercredi 20 mai. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Marc? Donc, je pense que Trump t'a dit qu'il rend tout le monde fou, mais t'as aussi dit, et j'espère que c'est vrai. En fait, je sais que c'est vrai. Avant tout, il rend les Iraniens fous. Il publie toutes ces vidéos étranges où, tu sais, il commande des opérations, fait exploser des navires iraniens, fait exploser d'autres moyens militaires iraniens. Il dit qu'il veut un accord tout le temps. Il dit que les Iraniens ne sont pas sérieux. Ils le sont. Il a mis beaucoup de pression psychologique sur les Iraniens et c'est une bonne chose. Comme vous le dites, si les Occidentaux sont confus, cela fait aussi douter les Iraniens et les met sous pression. Parallèlement à cette stratégie, il exerce une pression économique sur les Iraniens, n'est-ce pas? Il a mis en place cela, personne n'en parle, mais il maintient ce blocus économique permanent. Aucun commerce ne peut transiter par les ports iraniens, ce qui empêche l'exportation de leur pétrole. Apparemment, je ne suis pas ingénieur spécialisé dans ce genre de choses, mais il paraît que si leurs puits de pétrole ne recommencent pas à fonctionner, ils commencent à s'abîmer. Il faut les boucher. En d'autres termes, le régime iranien fait face à des crises économiques vraiment graves qui s'aggravent chaque jour. Et cela signifie, auront-ils de l'argent pour payer leur armée? Auront-ils de l'argent pour soutenir les gardiens de la révolution? Combien de temps pourront-ils continuer? Et enfin, il y a cette menace de revenir à la charge. Et il a dit qu'il les frapperait durement. La menace constante, selon laquelle nous reviendrons et frapperons les Iraniens durement. En réalité, les frapper durement est ambigu et il reste vague sur sa signification, mettant aussi la pression sur eux. Théoriquement, il peut recommencer à bombarder Téhéran. Il peut viser des infrastructures. Il peut cibler des objectifs autour des détroits pour les ouvrir. Il peut viser l'île d'où proviennent toutes les exportations de pétrole. Il a tout un éventail de choix. Et je pense que toutes les cartes sont entre les mains du président Trump. Je suis d'accord, les cartes sont entre ses mains. Et c'est pourquoi c'est frustrant pour beaucoup de gens qu'il ait lancé ces menaces massives, puis qu'il se soit rétracté en disant « Non, nous allons laisser une chance aux négociations ». Et ensuite, l'équipe de négociation revient et dit « Non, Téhéran n'est pas disposé à négocier ». C'est intéressant, vous dites souvent les Iraniens, alors qu'on distingue le peuple iranien du régime. Et d'après ce que je comprends de certains Iraniens vivant en Amérique et ailleurs, qui ont eu des contacts avec des proches, etc., ils disent que les gens en Iran qui soutenaient et acclamaient le président Trump et le premier ministre Netanyahou deviennent de plus en plus frustrés et déçus parce qu'ils pensaient que de l'aide allait arriver et cela semblait vraiment être le cas. Mais cette pause dans l'action militaire et même le fait de ne pas être aussi ferme dans le détroit d'Ormuz que l'Amérique pourrait l'être. Donc voilà le problème. Les optimistes qui veulent totalement vaincre le régime disent que le président Trump est en fait très malin parce qu'il est difficile de lancer une attaque surprise quand tout le monde sait qu'elle arrive. Et il a réussi à faire cela 2 fois auparavant, à lancer une attaque surprise malgré le fait que tout le monde savait que cela allait arriver. Et peut-être que c'est ce qui se passe en ce moment. Ce que nous allons dire, je dois encore le souligner, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, c'est qu'au Moyen-Orient et surtout parmi les djihadistes, mais aussi les islamistes radicaux, ce que fait Trump est perçu comme de la faiblesse. Maintenant, c'est vrai, ils sont un peu confus, mais va-t-il attaquer? Il n'attaquera pas. Mais ils se pavanent, y compris à l'ONU, comme des pans, et cela est inquiétant d'un côté.
Mais pour revenir à votre remarque sur l'argent qui s'épuise, il s'avère que les Houthis, leur groupe supplétif, les Houthis, n'ont pas été payés depuis 6 mois. Ils n'ont reçu ni armes ni argent. Et les Houthis en ont assez et ont dit, eh bien, si c'est comme ça, si nous ne sommes pas payés et que nous ne recevons pas d'armes, pourquoi devrions-nous vous aider dans toute cette opération contre Israël et l'Amérique? Donc je penserais que si ce qui a été rapporté sur les Houthis qui se détachent de l'Iran parce qu'ils ne reçoivent plus le soutien qu'ils avaient auparavant est vrai, est-ce le début de quelque chose de plus grand, n'est-ce pas? En d'autres termes, est-ce le moment où le régime iranien commence enfin à craquer sous la pression économique? Maintenant, la pression économique n'est pas aussi excitante que la pression militaire. Avec la pression militaire, on voit des explosions, on voit des avions décoller, on voit des missiles être lancés. Oui, c'est beaucoup plus spectaculaire. Ça donne de bien meilleures images à la télévision. Mais la pression économique, même si elle est peut-être plus lente, peut être très, très efficace et provoquer l'effondrement des régimes. Souvenons-nous des manifestations de janvier contre le régime. Les gens veulent leur liberté. Les gens veulent un autre gouvernement en Iran. Mais elles ont été principalement provoquées, disent les gens, les experts disent, par la situation économique où les gens, vous savez, ils sont assis à Téhéran et il n'y a pas d'eau à boire. Le président de l'Iran parle d'évacuer la capitale. C'est avant la guerre parce que les infrastructures s'effondrent. L'électricité et pendant les mois d'été, Téhéran est une ville chaude, n'est-ce pas? La pression économique est très, très, je pense, efficace. Vous soulevez un bon point. Vous dites, mais les diplomates iraniens et leurs responsables se promènent, vous savez, la poitrine bombée, avec une sorte d'arrogance, et ils pensent qu'ils sont en train de gagner. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Je pense que c'est une façade. Ils prétendent que ça ne les affecte pas, mais en réalité, ça les touche vraiment. Je crois qu'ils sont dans une mauvaise situation et en sont conscients. Maintenant, leur seule stratégie, c'est que Trump ne pourra pas maintenir cette politique, n'est-ce pas? Que Trump est pressé par le temps et qu'il veut que ce soit terminé avant le 4 juillet ou qu'il veut que ce soit terminé à temps. La Coupe du monde de football a lieu, ce que les Israéliens appellent le mondial. Vous savez, elle est censée se dérouler aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où il a les élections de novembre. Et je pense que ceux qui disent que Trump doit obtenir un accord rapidement, doit obtenir une victoire rapidement, ils ont tort. Je pense qu'il a le temps. D'abord, les prix du pétrole ont augmenté puis se sont stabilisés autour de 100 et quelques, n'est-ce pas? Et ils pourraient baisser parce que les États-Unis ont augmenté leur production pétrolière et d'autres régions fourniront progressivement du pétrole. Donc tout ce discours selon lequel, vous savez, les gens disent que le pétrole pourrait monter à $200 le baril, oui, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Deuxièmement, Donald Trump, il y avait un sondage, je crois, hier dans le New York Times. Je ne devrais pas lire le New York Times, mais parfois il faut, oui. Ils ont dit que 70% des électeurs républicains soutiennent ce que le président fait concernant l'Iran. Oui, c'est 70% de sa base. Vous savez, c'est très populaire auprès de sa base. Et c'est en fait intéressant. Dans ces élections, tout le monde dit qu'il doit régler ça d'ici novembre. D'abord, il semble que le Sénat ne semble pas pouvoir basculer. Tout le monde pensait que la Chambre des représentants irait au parti d'opposition, mais avec le redécoupage, tout le monde dit que les républicains ont peut-être de sérieuses chances de la conserver. Dire qu'il doit capituler pour gagner en novembre me paraît faux. S'il cède et conclut un mauvais accord avec les Iraniens, cela ne l'aidera pas. Il lui faut une victoire en novembre. Et même s'il obtient cette victoire 2 jours avant l'élection, cela peut l'aider à passer devant. Donc l'idée qu'il ne peut pas maintenir cette pression sur l'Iran, tout le monde le dit. C'est partout dans les médias. Mais ce n'est pas forcément vrai. Non, ce que tu dis est absolument vrai. Et d'ailleurs, pour tous les fans de football qui nous écoutent ou nous regardent, s'il vous plaît, ne soyez pas offensés. Mais j'ai parlé à quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un qui s'y connaît, et j'ai mentionné la Coupe du monde de football qui commence début juin, et ça approche à grands pas. Et j'ai dit, vous savez, tout le monde dit que Trump ne veut pas que la guerre ait lieu pendant que la Coupe du monde de football se déroule aux États-Unis. Et cette personne m'a dit, non, les Américains ne s'intéressent pas au football, donc je m'excuse auprès de tous ceux qui voudraient me contredire à ce sujet. Je n'ai pas d'avis car je ne connais rien au football, je voulais juste le préciser. Deuxièmement, vous remarquez que le président Trump, vous et moi en avons déjà parlé, pas devant la caméra, que le président Trump utilise souvent le pronom « il » et ça devient confus de savoir de qui il parle. Et dans cet extrait que nous venons de montrer, il a dit « Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas ». Alors clarifions juste quelque chose ici. Le «
il qu'il a d'abord mentionné ne désigne pas le Pakistan, ni les modérateurs, ni les soi-disant médiateurs de ce soi-disant accord qui n'est pas un accord. Il a mentionné les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar. C'est de là que viennent ceux qui sont venus le voir et lui ont dit d'attendre. Il affirme qu'il était sur le point, à 1 heure près, de donner l'ordre, vous savez, de commencer l'attaque mardi, hier. Et puis ces 3 pays sont venus le voir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des pays qui font partie de l'axe anti-Iran, plus ou moins certainement les Émirats arabes unis. Et ce sont eux qui sont venus le voir et ont dit qu'il, c'est-à-dire le régime iranien, était prêt à attendre parce qu'il pourrait y avoir des avancées avec le régime iranien. Il fallait préciser qui était ce « il ». Il répétait « ils ont dit » et ce qu'il voulait dire, c'est important. Ce qui est aussi important à ce sujet, c'est qu'il y a des analystes de tous bords parce que tout le monde essaie de comprendre comment interpréter le président Trump. Et je ne pense pas que quelqu'un ait réussi, mais certains analystes parlent de cette action. En fait, c'est la tactique de retardement de Trump, mais aussi celle des Émirats arabes unis, car ils essaient de s'organiser pour aider dans cet effort. Nous verrons. Nous ne savons pas. Quand il dit « qui sait », peut-être ce week-end, peut-être que c'est difficile, mais je peux vous dire que les Israéliens qui se préparent pour la fête ce week-end, à partir de jeudi soir, c'est la fête de Shavuot. Et donc cela ira jusqu'au Shabbat. Cela veut dire que c'est jeudi soir, vendredi, samedi. Nous avons ce week-end. Pour nous, le dimanche n'est pas un week-end. Mais le fait est que les Israéliens disent déjà, eh bien, faut-il préparer l'abri anti-bombe? Allons-nous avoir congé? Nous n'allons pas avoir congé. Mais encore une fois, le plus important, ce n'est pas cela qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne veux pas que le peuple iranien se sente totalement abandonné parce que oui, écraser le régime économiquement aide ce peuple. Et c'est pourquoi ils étaient prêts à supporter la terrible situation dans laquelle ils se trouvent, parce qu'ils croyaient que cette pression militaire et économique allait faire tomber leur régime. Et je voudrais juste ajouter un point de plus. Je me suis rappelé, comme tout le monde disait, on sort à peine de la pandémie, du COVID, on n'a pas eu le temps de souffler. Les Israéliens le disaient aussi. Les enfants n'étaient pas à l'école. Et maintenant, il y a cette guerre. Eh bien, vous savez, personne n'a mentionné qu'en Iran, pendant la pandémie, c'était une catastrophe. Il y avait énormément de malades. Beaucoup de gens sont morts. Et il y avait des foules et il y avait des gens. Si je me souviens bien, que des gens disaient qu'il y avait des membres du régime iranien pour dire que ce n'était pas vraiment dangereux. Nous faisions des choses comme lécher les grilles du palais présidentiel. Je ne sais pas si vous appelez ça un palais en Iran. Mais ce que je veux dire, c'est que personne n'a mentionné que le peuple iranien a aussi traversé la COVID. Et ils l'ont traversé dans des conditions pires que la plupart des autres. J'aimerais répondre sur quelques points, mais je veux commencer par dire cela. Si vous écoutez, vous savez, la sagesse populaire, les gens disent « Trump, il se contredit lui-même ». À un moment, il dit A, l'heure suivante, il dit B, et l'heure d'après, il dit C, et il est déroutant, n'est-ce pas? Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que si vous écoutez Trump attentivement, il est très, très cohérent. Il dit, avant tout, et il le répète souvent, qu'il préfère un accord qui mettrait fin pour toujours au programme nucléaire iranien. Il affirme qu'ils doivent, selon ses propres mots, retirer la poussière nucléaire d'Iran. Il parle de l'uranium enrichi, c'est-à-dire, vous savez, à plus de 60%, ce qui est très proche du qualité militaire, et mettre fin à leur capacité d'enrichir davantage d'uranium, ce qui signifie démanteler leur infrastructure d'enrichissement, les centrifugeuses, et ainsi de suite. Il le répète encore et encore, aucun changement, aucune concession. Il est très clair. Et quand il parle d'attaquer l'Iran, il utilise parfois un langage très fort. Mais en gros, si vous écoutez attentivement, nous utilisons la force militaire pour faire pression sur le régime afin qu'il accepte un accord qu'il ne veut pas accepter, parce que le régime iranien ne veut pas abandonner son programme nucléaire. Sans leur programme nucléaire, vous savez, ils n'ont pas encore d'armes nucléaires. Mais sans cela, ils ne veulent pas y renoncer. Donc, il leur fait payer le prix. Il les frappe durement. Il maintient la pression avec des menaces économiques, militaires, et ainsi de suite, pour obtenir d'eux le genre d'accord qu'il considérera, et Israël aussi, comme une victoire, la fin du programme nucléaire iranien, une bonne fois pour toutes.
Même s'il emploie d'autres mots et met l'accent ailleurs, il a toujours été très cohérent sur ce point. Maintenant, c'est intéressant, j'ai pensé quand il a parlé de cela, vous savez, donner un peu plus de temps depuis quelques jours maintenant, et il a parlé des États arabes qui demandent plus de temps parce que les négociations sont très proches d'aboutir. J'ai d'abord pensé à ce qui est arrivé aux Pakistanais, parce que c'était eux qui menèrent la médiation. Et en fait, lorsqu'il a suspendu l'opération Freedom, qui était, vous savez, Liberté épique dans les rues. dans le détroit pour aider les bateaux, vous savez, les pétroliers, et ainsi de suite, à sortir du Golfe. Il a dit, je l'ai fait à la demande des Pakistanais. Et les Iraniens montrent des signes, vous savez, de flexibilité qu'ils n'avaient pas montrés jusqu'à présent. Et les Iraniens lui ont envoyé un bout de papier qu'il a qualifié, selon ses dires, de foutaise. Il est possible que la cote du Pakistan à la Maison-Blanche ait baissé, car ils ont peut-être indiqué aux Iraniens leur volonté de compromis. Et soudainement, ils envoient un bout de papier qui était tout le contraire de cela. Et donc maintenant, nous avons dit, j'ai mis les choses en pause à cause des pays arabes. Soyons francs. Les Émirats arabes unis n'ont pas de bonnes relations avec l'Iran. Les Saoudiens ont une relation très compliquée avec l'Iran. Peut-être que les Qataris, eux, ils ont un canal de communication là-bas, mais qu'ils aient demandé ce cessez-le-feu ou ce répit temporaire de quelques jours, répit, je ne sais pas comment on prononce ce mot, ça pourrait aussi être parce qu'ils ont besoin de se préparer pour une autre série de combats. Oui, c'est aussi possible. Il y a eu cette chose que les Pakistanais ont faite, c'est qu'ils ont envoyé tous ces moyens militaires pour aider à défendre l'Arabie saoudite. Ils doivent peut-être s'organiser pour rassurer les Saoudiens. Il peut y avoir plusieurs raisons. Dernier point, vous l'avez déjà dit 2 fois, et je n'ai pas répondu au fait que le peuple iranien se sent trahi. Que le président Trump a dit que de l'aide était en route, et cette aide n'est pas encore parvenue au peuple iranien. Et si j'écoute Trump, je pense qu'il a été très, très cohérent quand il a dit qu'il voulait un bon accord, un accord qui met fin au programme nucléaire avec le régime actuel. Et comme le président, comme le Premier ministre Netanyahou en Israël, nous voulons tous voir un changement de régime en Iran. Nous aimerions voir le peuple iranien dirigé par un régime qui pense vraiment à lui et non à une cause djihadiste mondiale, mais un régime qui se préoccupe réellement du bien-être de son peuple. Nous voulons voir cela. Nous aimerions voir les ayatollahs perdre le pouvoir politique. Et Netanyahou l'a bien dit lorsqu'il a affirmé que peut-être, en battant le régime lors de la guerre, on crée les conditions pour que le peuple puisse changer le régime. Oui. Mais ce n'est pas un objectif direct. L'objectif de l'opération militaire menée par les États-Unis et les Israéliens n'est pas le changement de régime. Cela n'a jamais été explicitement formulé. Et le peuple iranien doit savoir qu'en fin de compte, pour un changement de régime, nous pouvons créer des conditions qui affaiblissent le régime. Au final, le changement de régime dépendra d'eux. D'accord, c'est vrai que cela n'a jamais été un objectif. Cependant, cela n'a pas vraiment d'importance parce que je pense que ce n'est qu'une question de sémantique. Et je vais vous dire pourquoi je pense cela. Le régime sans armes nucléaires et sans programme de missiles balistiques, comme c'est le cas actuellement, équivaut presque à la chute du régime. Le changement de régime est autre chose, car on ignore qui remplacera le régime. Mais ne parlons pas du changement, parlons de la chute du régime. C'est pourquoi ils ont besoin de garder ces atouts qui leur appartiennent. C'est tout ce qu'ils ont. Sans cela, ils n'ont aucun pouvoir, d'où leur désespoir à s'y accrocher. Maintenant, le point de vue pessimiste, d'ailleurs, j'aimerais parler des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et du Qatar. L'un des pessimistes en Israël dit aussi, vous savez quoi, la raison pour laquelle ces pays sont allés voir Trump et lui ont dit d'attendre un peu, c'est parce que l'Iran les bombardait, les attaquait avec des drones et des missiles. Et l'idée, c'est qu'il voulait dire, s'il vous plaît, et c'est la raison pour laquelle Téhéran fait cela, précisément pour que ces pays disent à Trump, s'il vous plaît, arrêtez, nous n'en pouvons plus. Donc, soit ils disent, arrêtez, nous devons nous organiser pour vous aider dans une opération militaire ou autre, ou pour vous permettre de le faire, soit ils disent, s'il vous plaît, arrêtez parce que nous voulons capituler, nous voulons abandonner, nous ne voulons plus que des missiles frappent nos installations. Et donc, en fait, nous ne savons pas vraiment ce qui se passe. Et oui, le Pakistan a été, vous savez,
Tout d'abord, c'est ridicule d'avoir un régime djihadiste comme médiateur quand vous êtes entre l'Occident et un État djihadiste. D'accord, nous savons cela. Et nous savons que les États-Unis et Israël ne sont pas exactement sur la même longueur d'onde à ce sujet. Mais nous travaillons très bien ensemble maintenant. J'ai du mal à croire que le président Trump se laissera faire après avoir dit non, il n'y aura pas de programme nucléaire, qu'il se laissera humilier en finissant par signer une sorte d'accord qui n'est pas très différent du JCPOA d'Obama, alors qu'il n'a cessé de dire que c'était un accord terrible. Et je l'ai déchiré, et il l'a fait, Dieu merci. Mais ce que des gens pro-Trump comme moi, je suis très pro-Trump, disent, c'est « je n'arrive pas à croire qu'il va se permettre de faire ça, je n'arrive tout simplement pas à y croire ». Mais encore une fois, parfois il parle et je me dis « oh, et parfois je me dis « tant mieux » et on ne sait pas. Et tout ce que je peux dire, c'est que je sais que tu continues de dire que Trump veut un accord, n'est-ce pas? Le mot accord ne veut vraiment rien dire. En guerre, mais il existe toujours un accord, mais on parle aussi de demander la paix. Quand on est en train de perdre et quand, je veux dire, il y a une façon de mettre fin à une guerre où un camp est victorieux et l'autre ne l'est pas, il est vaincu. Et là, c'est pour ça que je n'aime pas qu'on parle tout le temps d'accord. Ce que Donald Trump a répété encore et encore. Il est très clair sur ce dont il a besoin et il dit que la capacité d'enrichissement nucléaire doit être supprimée. Et sur cette question, Israël le soutient à 100%, ce dont Trump ne parle pas. Et il est clair pour moi qu'il est prêt à être flexible, voire à obtenir cet arrangement pour résoudre le programme nucléaire comme il le souhaite. Il est prêt à être flexible sur d'autres questions. Lorsque Netanyahou a accordé une interview à 60 Minutes, l'émission d'information de CBS, il y a 2 semaines, il a parlé du programme nucléaire. Il a aussi évoqué le programme de missiles balistiques menaçant Israël et les voisins arabes de l'Iran. Il a évoqué les groupes supplétifs et le soutien iranien au Hezbollah et au Hamas. Et Trump ne parle pas de cela. Trump est entièrement concentré sur la question nucléaire, qui est la question la plus importante pour Israël, mais Israël a d'autres préoccupations. Donc, si Trump obtient l'accord qu'il veut sur la question nucléaire, je ne sais pas si c'est possible, peut-être que cela demandera plus de combats, mais son objectif est d'obtenir un accord sur la question nucléaire. S'il le fait, il est clair pour moi qu'il est prêt à faire des compromis sur les autres questions, à ne pas en faire une priorité. Peut-être qu'il y aura, des formulations qui, n'auront pas vraiment d'importance sur ces questions. Et il faudra qu'il y ait une sorte de allègement des sanctions pour les Iraniens, exigé en échange de l'arrêt du programme nucléaire. Et ici, en tant qu'Israélien, j'aimerais que tout soit résolu, oui. Comme je l'ai dit, nul n'est obligé d'être d'accord avec moi, mais il ne faut jamais que le mieux soit l'ennemi du bien, comme je l'ai mentionné dans nos échanges. Si nous pouvons mettre fin au programme iranien, au programme nucléaire, une bonne fois pour toutes, et qu'il reste encore d'autres problèmes non résolus, d'accord, on pourra s'en occuper. Mettre fin au programme nucléaire reste, selon moi, la chose la plus importante. Un dernier point. Le Pakistan envoie maintenant tous ses moyens militaires pour aider les Saoudiens. Les Iraniens ne doivent pas aimer ça. Contre qui défendent-ils l'Arabie saoudite? Contre les États-Unis? Non. Contre Israël? Non. Ils défendent l'Arabie saoudite contre l'Iran. Et est-ce que cela signifie que dans ces circonstances, les Pakistanais peuvent continuer à servir de médiateurs? Les Iraniens accepteraient-ils qu'on envoie des moyens militaires en Arabie saoudite pour la défendre contre leurs attaques? Oui. Il se passe des choses intéressantes. Absolument. Mais la blague, c'est que, vous voyez, voilà, vous dites, oh là là, est-ce que l'Iran permettra au Pakistan de continuer à être le médiateur s'il prend en fait le parti des Saoudiens en leur fournissant des armes? Et ironiquement, je veux dire cela à propos de l'Occident. Pourquoi diable les États-Unis permettraient-ils au Pakistan, un pays ennemi rempli de djihadistes et profondément anti-occidental? Pourquoi l'Occident devrait-il permettre au Pakistan d'être le médiateur? Donc, oui, il se passe toutes sortes de choses et nous ne savons pas. Et en partie, vous savez, parfois cela a à voir avec l'ignorance de la véritable essence du Moyen-Orient et de sa mentalité.
Parfois, cela se résume vraiment à cela. Mais bon, nous vivons avec cela depuis des décennies. Écoutez, en 1979, lorsque les étudiants, enfin les soi-disant étudiants, ont pris le contrôle, ont pris 52 diplomates américains en otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Le président Carter, assis chez lui, a déclaré « Il n'y a rien à faire quand vos gens sont pris en otage. Ça, c'est une chose. » Le directeur de la CIA a affirmé que personne ne savait ce qui se passait. On évoque le 7 octobre qui nous a pris par surprise. Laissez-moi vous dire une chose. Il y avait des gens là-bas, parmi tous ceux qui travaillaient à la CIA. Vous savez, on aime dire que le Mossad et la CIA sont quasiment omnipotents. Personne ne parlait le farsi. Personne ne savait ce qui se passait. Et ce que j'essaye de dire, c'est que l'Occident se retrouve souvent, vous savez, pris au dépourvu face au mal parce que vous savez quoi? On ne part pas du principe que les gens ont simplement de mauvaises intentions, je suppose. Je pense que c'est ça, la réponse. Mais bref, ce que je veux dire ici, c'est que si Trump signe un quelconque accord, si les armes nucléaires disparaissent, le régime risque de tomber. Si le pouvoir va à de meilleures mains, nous aurons moins à craindre des forces supplétives. Tout dépend de la mentalité et de qui dirige. Parce que ces forces supplétives existent à cause du régime et de tout cela. Mais je vais dire une chose. Trump est dans une position précaire, peut-être pas avec sa base fidèle, mais il est dans une position précaire parce que certaines personnes, y compris son propre vice-président, ne voulaient pas de cette guerre. Pour commencer, s'il n'obtient pas une victoire évidente et claire et qu'il signe un accord qui rappelle Obama, alors il va perdre tout le soutien des personnes qui soutiennent la guerre. Et donc, il va se retrouver, vous savez, coincé des deux côtés avec un problème. Eh bien, c'est une raison supplémentaire pour laquelle, logiquement, il n'acceptera pas un mauvais accord. Il n'ira pas vers quelque chose qui ressemble simplement à l'accord d'Obama. Il doit insister sur une vraie fin de leur programme nucléaire. Ruti, nous arrivons à la fin de l'émission. Comme promis à nos téléspectateurs et auditeurs, nous consacrerons toujours 3 ou 4 minutes à la politique israélienne. La date de l'élection à venir n'est pas fixée, ce sera en septembre ou octobre, nous l'aurons peut-être la semaine prochaine. Mais pour l'instant, tout ce que nous savons, c'est qu'il y aura une élection israélienne bientôt, dans 3 ou 4 mois, selon la date définitive. Avec cette élection, il y a un problème qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de démocraties occidentales, et nous en avons discuté dans la voiture en allant enregistrer notre podcast aujourd'hui. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais Israël est l'une des rares démocraties occidentales où nous n'autorisons pas les citoyens à voter s'ils sont à l'étranger. Nous n'avons pas de vote par correspondance. En d'autres termes, en Israël, il ne suffit pas d'être citoyen israélien, il faut aussi être un citoyen israélien vivant en Israël. Ou, excusez-moi, ou ceux qui prennent l'avion pour venir ici. Ceux qui prennent l'avion, c'est Robert. Il faut être physiquement présent. Vous pouvez vivre ailleurs si vous venez en avion le jour de l'élection pour voter. La présence physique est requise pour le vote par correspondance. Il faut être physiquement en Israël. D'accord. Et tu me parlais d'un effort de certains groupes anti-Netanyahou pour faire... Qu'est-ce que tu disais déjà? D'accord. Donc, tu sais, ça devient très confus ici parce qu'il y a toute cette question de savoir si le principal enjeu ici, c'est le bloc anti-Netanyahou et le bloc pro-Netanyahou. Mais certaines personnes appellent ça la gauche et la droite, mais c'est plus nuancé que ça. Mais le mouvement de protestation, ces personnes qui sont descendues dans la rue juste avant le 7 octobre, les mois précédant le 7 octobre, c'était lié aux efforts du gouvernement Netanyahou pour réformer le système judiciaire. Les gens manifestaient, l'accusaient de fascisme, voulaient le renverser et disaient que ce n'était pas une démocratie. Ces personnes étaient largement financées, etc., par des ONG. Maintenant, beaucoup des dirigeants de ce mouvement ont décidé que ce qu'ils doivent faire, c'est garantir que Netanyahou ne forme pas le prochain gouvernement. Ils aimeraient se faire revenir autant d'Israéliens de gauche ou d'anti-Netanyahou vivant à l'étranger chez eux pour une semaine ou pour le jour des élections afin de voter. D'accord. Et cela pourrait concerner des Israéliens vivant partout aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Alors, comment financez-vous cela? Plutôt que de financer cela en levant des fonds auprès d'une ONG, ils ont élaboré ce plan. Et quand je dis « ils », je parle de certains dirigeants précis du mouvement de protestation.
Et le plan est plutôt astucieux, en fait, c'est de réunir tous les universitaires, surtout dans les sciences humaines et sociales, mais pas exclusivement. Les Israéliens à l'étranger, notamment les universitaires, sont souvent de gauche et détestent Netanyahou. Donc, ils ont décidé que dès qu'il y aura une date pour les élections, qui ont toujours lieu un mardi, donc ce sera en octobre ou en septembre, mais dès qu'il y aura une date, ce mouvement de personnes va se rendre dans toutes les universités israéliennes et va encourager les universités à l'extérieur d'Israël qui ont des professeurs israéliens à organiser, disons, l'université de Tel Aviv va dire, d'accord, nous allons organiser une journée de conférence et tout cela. Et l'université qui paie l'universitaire israélien à l'étranger financera son voyage pour... Pourquoi? À une conférence académique. Pour venir à une conférence académique. Donc, l'idée, c'est que le jour même, disons que l'élection aura lieu un mardi. Et le lundi, juste avant, vous allez voir si ça marche. De nombreux universitaires israéliens ayant quitté Israël vivent à l'étranger et ont le droit de voter. Financés par leurs universités aux États-Unis, en Europe, en Australie ou ailleurs, venant en masse assister à des conférences dans des universités israéliennes. Et tout cela est légal parce qu'ils sont financés comme ils le sont toujours lorsqu'ils vont à des conférences. Les universitaires bénéficient de cet avantage de façon régulière. Et c'est la démarche à suivre. Donc, pour être juste, pendant de nombreuses années, les Israéliens laïcs avaient l'habitude de se fâcher, à tort ou à raison, contre les ultra-orthodoxes. Comme il existe des communautés ultra-orthodoxes et orthodoxes en Occident, notamment aux États-Unis, au Canada, ailleurs, en Europe et en Australie, et je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais les gens disaient que si un rabbin, l'un des rebs, vous savez, c'est un milieu très hiérarchisé. Et si le rabbin dit « Joseph, saute dans le lac », ils sauteront dans le lac. Et si le rabbin dit va prendre un avion pour Israël pour être là le jour des élections et voter pour le parti ultra-orthodoxe, ils le feront aussi. Et donc, c'est Seulement s'ils sont citoyens israéliens. Non, bien sûr. seulement s'ils sont citoyens israéliens. Je souhaite ici soulever une question plus large à laquelle j'aimerais que nos téléspectateurs et auditeurs réfléchissent. Pourquoi en Israël est-ce différent? Si vous êtes américain et que vous êtes à l'étranger le jour des élections, vous pouvez voter. Et si vous êtes australien, canadien, britannique, français ou allemand, vous avez aussi le droit de voter depuis l'étranger. Pourquoi en Israël, David Ben-Gourion, qui était en fait notre premier ministre, a fondé l'État juif alors qu'il y avait ici moins d'1 million d'habitants et bien davantage de juifs à l'étranger? Il ne voulait pas que les communautés juives de l'étranger dictent le gouvernement israélien car elles ne vivent pas ici. Il pourrait, encore une fois, vous pourriez, en tant que juif, venir de New York, obtenir la citoyenneté, repartir vivre à New York, et ensuite, théoriquement, vous pourriez voter aux élections israéliennes sans jamais vraiment vivre ici, travailler ici ou payer des impôts, n'est-ce pas? Donc, il a été décidé qu'il fallait vivre ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a qu'un seul autre pays occidental important ou significatif qui a le même système, et c'est l'Irlande. Et les Irlandais sont bien sûr terribles. Ils sont terribles envers Israël. Et l'antisémitisme y est omniprésent. Mais comme Israël, ils ont une grande diaspora. Si vous êtes américain, canadien ou australien d'origine irlandaise, même si ce sont vos grands-parents ou arrière-grands-parents qui venaient d'Irlande, vous avez droit à la citoyenneté irlandaise. Ils ne voulaient pas que les Irlandais de l'étranger votent et influencent leurs élections. Je pense donc que Ben-Gourion avait raison. Si vous voulez voter pour un gouvernement israélien, il faut être ici et faire partie du pays pour participer au processus démocratique. Et bien sûr, les partis de gauche, de droite, religieux, laïcs, vont évidemment encourager les Israéliens à être ici le jour des élections. Nous verrons à quel point les deux camps mobilisent efficacement leur base pour voter. Eh bien, une chose que nous savons statistiquement, et cela ne dépend pas du tout de votre orientation politique. On sait que la gauche en Israël a un taux de participation très élevé, contrairement à la droite. Je veux dire, par exemple, le Likoud, le principal parti dirigé par Netanyahou, est connu pour le fait que ses électeurs ne se déplacent pas massivement le jour des élections, ce qui est assez ironique, mais c'est en fait un fait statistique. Et donc, à l'approche des élections, le Likoud dit « Venez voter, les gens ». Ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai des amis israéliens qui vivent à l'étranger, qui sont très riches et tout ça. Ils me disent « Tu dois faire ci, manifester, faire ça ». Je leur demande alors « Vous venez ?» Ils ajoutent « Tu dois t'assurer que le Likoud gagne ». Je leur demande « Vous revenez pour les élections ?» Non, ils ne peuvent pas. Je dis « D'accord. Donc, ce que vous me dites,
c'est que je dois aller dans la rue tenir une pancarte. Non, je dirais, pourquoi vous ne venez pas voter à la place? Mais bon. Mais le fait est que, pour l'instant, nous ne savons vraiment pas. Je veux dire, vous savez, dans le passé, lorsqu'il a été suggéré que nous devrions autoriser le vote par correspondance, je me souviens que la gauche est devenue folle ici parce qu'il disait que si on faisait ça, la droite gagnerait à coup sûr. Et j'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, pourquoi? Eh bien, vous pensez que les Israéliens qui quittent Israël et décident de ne pas vivre en Israël, comment savez-vous qu'ils sont de droite? Alors, je vais vous donner la réponse à cela, et avec ça, nous devrons conclure parce que nous manquons de temps. Mais il y avait comme l'image typique de l'Israélien qui, disons, vit en Amérique, c'était un chauffeur de taxi à Los Angeles, d'accord? Et le chauffeur de taxi à Los Angeles, comme le chauffeur de taxi en Israël, probablement, vous savez aussi, je ne sais pas, un juif séfarade, plus susceptible d'être un électeur de droite, plus susceptible de voter pour le Likoud. Mais peut-être que si l'Israélien qui vit en Amérique est l'entrepreneur high-tech ashkénaze ou le professeur d'université de gauche, alors il va voter dans l'autre sens. Pendant des années, le Likoud a soutenu des changements dans notre système pour permettre aux Israéliens vivant à l'étranger de voter. Le seul changement a été d'autoriser les fonctionnaires israéliens à l'étranger, comme le personnel des ambassades, Etc. Oui. ou les émissaires de l'agence juive, ils pouvaient voter. Mais la loi n'a pas changé. Non. Je doute que la loi change, mais nous pourrons en discuter davantage, ainsi que d'autres sujets, la semaine prochaine. Et sur ce point, nous allons voir si le président Trump, lorsqu'il a dit que nous donnions à l'Iran 2 jours, 3 jours, peut-être ce week-end, peut-être dimanche, on verra la semaine prochaine, Marc, et nous aurons alors beaucoup à discuter. J'attends cela avec impatience.